J'ai ce titre depuis très longtemps. J'ai commencé à écrire ça dans les derniers jours et je me suis rendu compte que le programme était beaucoup trop vaste. Alors, c'est très partiel, mais j'essaie de ramener cette idée de performer une critique dans le milieu littéraire, c'est-à-dire d'incarner sa critique dans le milieu même où on pratique aussi comme poète, d'amener ça au plus concret, entrecoupé de considérations théoriques. Alors, voilà. Ça commence avec l'hiver 2012 où j'étais au milieu de mon doctorat, la scolarité terminée, et le moment était bon pour accepter une charge de cours au département de langue et littérature française de McGill, où enseignait mon co-directeur de thèse, dont j'avais suivi le séminaire l'automne précédent, et donc j'avais pu développer un réseau minimal de contacts où j'ai obtenu la charge de cours. Or, à l'hiver 2012, les manifestations étudiantes battaient leur plein et j'ai ainsi, pendant 15 semaines, enseigné le jour, 2 fois par semaine, les cours à McGill, et manifesté le soir. Une double position qui m'était parfaitement naturelle, comme pour bien d'autres professeurs et chargés de cours, même non étudiants. La session avançant, par contre, des directives de plus en plus contraignantes pour les enseignants se rendaient dans ma boîte de courriel. On m'expliquait comment franchir des lignes de piquetage. On m'enjoignait de refuser d'accommoder les étudiants et étudiantes qui manquaient des cours pour aller manifester. Et on me rappelait qu'advenant que ma classe était constituée d'étudiants et d'étudiantes affiliés à plusieurs associations, je devrais maintenir les cours tant qu'il resterait des étudiants dont les associations n'avaient pas choisi de faire la grève. Ce qui était le cas de ma classe de 83 étudiants provenant d'au moins autant de domaines d'études différents. Dans ce contexte de plus en plus coercitif, on me forçait à me ranger du côté de l'administration universitaire à titre d'employé et d'ainsi mettre mes réflexes d'étudiant et de citoyen politisé de côté. Voilà qui me semblait parfaitement impensable et j'ai donc fait ce qui m'était seul possible, ne pas franchir les piquets de grève, accommoder les étudiants qui avaient manqué des cours pour aller manifester, et vers le 2/3 de la session, ne pas donner de cours, malgré qu'il restait des étudiants dont les associations n'avaient pas choisi de faire la grève. J'étais d'abord et avant tout un étudiant. Au même moment, un autre conflit me tiraillait. On venait de me confier un poste de critique de poésie au magazine Lettres québécoises. Mon autre co-directeur de thèse, qui était déjà critique à Lettres québécoises, avait proposé ma candidature pour y combler le départ de Corriveau. C'est dommage. Il nous surveille en plus depuis le début. Je sais. Non, excusez, c'est parce qu'on le voit sur l'ordinateur. Moi, j'ai une petite pensée pour mon mentor. Décapité. Voilà. Hein. Alors, le conflit ou le tiraillement n'était pas tant lié à ma position d'étudiant, d'autant que d'étudiant en littérature, d'autant que mes sujets de maîtrise et de thèse à forte connotation historique me faisaient surtout disserter sur des auteurs de générations qui me précédaient ou alors décédés, mais plutôt lié à ma position de jeune poète qui publiait à cette époque, en 2012, depuis à peine 5 ans, 6 ans, en revue, et qui avait déjà confié à son premier éditeur un manuscrit qui avait été accepté. Vous dire l'anxiété inédite dans ma vie qui m'a assailli lorsque le temps a été venu de choisir les 3 recueils sur lesquels allaient porter mes premières critiques. Pourquoi? Parce qu'il était clair pour moi que mon entrée en critique s'accompagnait d'une clause non négociable. Je suis d'abord et avant tout poète. Et si j'allais désormais m'opposer ou désobéir à un groupe de personnes, ce ne serait plus à une administration universitaire, mais à mes pairs PAIRS poètes. Cette clause non négociable, de poète avant tout, comme j'ai néanmoins dû la renégocier souvent, et comme je la négocie encore aujourd'hui. J'en ai pour preuve très rapide, parmi les premières critiques que j'ai rédigées, les cas d'Isabelle Gaudet-Labine, 2 étoiles et demie pour Mu, et de Simon Boulris, 2 étoiles pour Nancy croit qu'on lui prépare une fête, qui sont aujourd'hui respectivement collègues de la maison d'édition où j'ai publié mon dernier livre, à la Peuplade, et auteurs à la maison d'édition que je dirige, La Mèche. J'ai aussi critiqué Marie-André Gill, 2 étoiles et demie pour Béante, et dont j'ai pourtant amené et exposé derrière des œuvres issues d'une expo que nous avons, elle et moi, préparée ensemble quelques années plus tard. Et j'ai aussi critiqué Laurence Ouellette-Tremblay, 3 étoiles et demie pour Salut Lou, qui préside cet après-midi cette séance. Toutes les deux, Laurence et Marie-André, sont aussi maintenant mes collègues de maison d'édition. Ce ne sont que des exemples dans cette pièce, en ce moment. C'est véritablement la routine, une routine cascadeuse, sans doute, que d'interagir au quotidien, à triple titre de poète, critique et éditeur, avec un large pan d'actrices et d'acteurs de la poésie québécoise actuelle. Et donc, que fait la critique? Que fait une critique? Et que font mes critiques? Il est entendu que le modèle en 2 temps de la critique comme réponse stable et permanente, publiée dans un journal,
à un texte lui aussi stable et permanent, publié dans un livre, est désuet, ou à tout le moins incomplet, en raison notamment de l'éclatement du médium du livre comme modalité exclusive de la transmission de la littérature. Donc le journal et le livre n'ont plus le monopole, mais également à la lumière des nouveaux canaux d'échange que se partagent désormais poésie et critique. Je parle évidemment de l'apparition des réseaux sociaux et de la multiplication des plateformes numériques qui peuvent diffuser du contenu tant littéraire que critique, un espace médiatique qui permet désormais de relancer l'échange critique, donc la fameuse séquence en 2 temps, œuvre et critique, là, avec quelques rares ripostes occasionnelles. Maintenant, donc, on peut relancer cet échange critique et ça permet également d'y agréger des interlocutrices et interlocuteurs, de même que des spectatrices et spectateurs supplémentaires à la discussion. Ces lieux, mouvants par essence, nous invitent à penser différemment la relation entre l'œuvre et la critique. Alors qu'on se trouve dans ce qu'on appelle à tort une époque de la dématérialisation de l'art ou de la présence virtuelle au monde, il devient extrêmement intéressant de réfléchir au point de contact réel et effectif entre la poésie actuelle et la critique. Si le nœud qui relie critique et poésie est aujourd'hui plus complexe que le bon vieux nœud plat qui leur servait jadis de modèle, est remplacé par un nœud qui serait moins binaire, moins frontal et moins foncièrement réglé en 2 temps, 3 mouvements, et si ma prise de parole critique se trouve désormais nécessairement déplacée ou prolongée vers les réseaux sociaux et le milieu poétique que je fréquente, s'en trouve-t-elle pour autant transformée? Quelques mots sur ces nouvelles distances et proximités entre poésie et critique. En 2006, Nicolas Lévesque, essayiste, psychanalyste et éditeur, alors imaginez avec quoi lui il doit négocier, a tenu à ce sujet des propos intéressants que je partage. Je vous lis. Si l'on peut se représenter la critique comme une sorte de pont entre un lecteur et une œuvre, on la voit alors s'associer d'emblée à la notion d'une distance qui sépare de l'autre rive, la rive de l'autre. Plaisent en général les comptes rendus qui créent l'impression chez le lecteur d'une proximité avec l'œuvre commentée, cette étrangère qu'on demande secrètement aux critiques de nous présenter sous des traits familiers, de nous la rendre reconnaissable, rassurante, classée. La critique offre parfois le triste spectacle de la raison, de la logique, de la machine à penser. Référence, comparaison, classement, tendance, courant, déjà vu. C'est l'obsessionnel qui tente de maîtriser et de contrôler l'hystérique. Or, il importe que l'œuvre échappe au jugement, qu'elle puisse être à la fois un objet d'art, de savoir, et une altérité irréductible. L'autre garde ici sa part d'ombre, d'opacité, sa singularité inconcevable et pourtant si réelle. La critique serait donc plutôt un pont en ruine, pour reprendre la métaphore, ou à tout le moins un pont inabouti et interminable. J'aime cette idée justement d'un pont interminable. J'aime cette idée qui nous rappelle que les deux rives, critique et créateur, ne sont pas nécessairement joignables. Cette idée qui rappelle, comme l'écrit encore Lévesque, l'impossibilité de faire fi de l'interprétation, de faire fi de l'économie de tout intermédiaire. À l'image du pont pour atteindre l'autre, on peut aussi tenter d'y substituer celle du miroir, que le critique tenterait d'aligner, toujours de l'autre rive, pour que le créateur s'y voit, s'y reconnaisse, mais cette configuration connaît aussi ses aberrations. Il n'est pas rare que là où la critique tente de réagir à une œuvre en empruntant la manière de l'auteur. C'est là une piste d'écriture en écho, en rebond ou en retentissement de l'œuvre. J'ai ainsi adopté le minimalisme zen de Nathalie Thibault, l'empathie aimante de Jonathan Lamy, l'onirisme charnel d'Annie Lafleur. C'est un bonheur que d'écrire à partir de ces données. Si les styles, les formes et même certains sujets peuvent supporter une part d'imitation qui permet au critique d'asseoir son propos sur un partage d'éléments explicites du texte, c'est-à-dire indiscutablement présents dans le texte, la mutualisation idéologique avec l'œuvre est autrement moins sûre. On dit Pierre Neveu ou Neveu? Neveu. C'est ce que je pensais. Pierre Neveu. J'ai entendu autre chose récemment. Pierre Neveu en rendait compte à l'automne 1979 dans l'Aide québécoise. Alors qu'une querelle assez virulente autour d'une première rétrospective de l'œuvre de Nicole Brassard, vertement critiquée par François Hébert, le prof, pas l'éditeur, querelle donc qui avait déchiré le milieu entre critiques qui ont accès d'universitaires et poètes. Neveu écrit: il y a eu, avant 1955, je lis un peu vite, là, je vais ralentir sur des bouts importants, une époque d'innocence de la poésie québécoise. Le critique se retrouvait devant des textes pour qui la poésie avait le plus souvent un caractère d'évidence et qui n'étaient guère situables idéologiquement, même s'ils le sont rétrospectivement. Rien dans cette poésie n'encourageait le critique à une véritable réflexion théorique. Il en va tout autrement aujourd'hui, 1979.
Non seulement de nombreux textes sont situés idéologiquement, mais plusieurs sont porteurs de leur propre grille d'interprétation qu'ils proposent et même imposent aux critiques. Les comprendre exige que l'on se place d'abord sur leur terrain idéologique et théorique. Mais il faut voir le problème théorique en découlant. La lecture peut-elle renoncer à la violence ou à la trahison qu'elle commet à l'égard du texte? Le critique peut-il refuser sans danger de décentrer le poème dont il est le lecteur? Je pense que la lecture miroir a de sérieuses limites qui nous ramènent aux considérations précédentes sur les poètes de la génération de l'Hexagone. Il n'est peut-être pas possible de lire vraiment un texte si l'on se situe sur le même terrain idéologique et théorique que lui. Ne veut sans donc plaider pour un pas de côté, un ajout ou une réserve face au système proposé par le texte, ce qui implique une tangente nécessairement moins frontalement alignée avec le point d'émission du texte. Il poursuit. Faut-il conclure à l'impasse totale? Peut-être pas. Cette contradiction impose en tout cas aux critiques une exigence supplémentaire, celui d'une certaine résistance face aux œuvres, mais une résistance qui ne saurait être le simple produit d'une ignorance ou d'un refus net de considérer les bases théoriques des œuvres. Il faut lire en étant informé, mais en restant capable de court-circuiter cette information ou d'y injecter d'autres problématiques. D'ailleurs, le fait que les œuvres valables dépassent toujours leur propre théorie ou leur propre idéologie suffit déjà à lever une partie de la contradiction. Plus de 25 ans plus tard, dans le même dossier de Spirale où Nicolas Lévesque nous parlait de Pont en ruine, d'ailleurs j'en ai amené, c'est un beau dossier, j'en ai amené des exemplaires gratuits à l'entrée si ça vous dit, un dossier critique de la critique. Donc 25 ans plus tard, dans ce même dossier où Nicolas Lévesque nous parlait de Pont en ruine, Catherine Mavrickakis constate que la critique québécoise n'incarne plus cette résistance aux œuvres que nomme Neveu, ne joue plus en somme son rôle d'empêcheur de tourner en rond, ne s'acquittant plus que d'un rôle de porteur de miroir. Il y a beaucoup de moments formidables que j'aurais aimé commenter dans ce texte caustique, mais pour se concentrer sur le propos d'aujourd'hui, c'est plus précisément l'absence de style, de personnalité des intellectuels à l'heure actuelle qui la consterne le plus. Elle écrit « Ce qui me semble manquer le plus tragiquement à la critique de nos jours, c'est la persona du critique. » Ajoutant « Le temps des penseurs singuliers, à la plume ou à la parole reconnaissable, serait en quelque sorte révolu et il ne reste de la critique qu'un corps effacé, humble et anonyme, qui se tue à détruire en lui tout ce qu'il peut y avoir de flamboyant, de saillant, d'idiosyncrasique. » L'article s'appelle « Le critique et la paillasse ». Évoquant indirectement ce pont dont Nicolas Lévesque et moi vous parlions, Mavrickakis se désole que le moment de passage du texte privé au lieu social se fasse sans éloquence. Ainsi pour elle, la critique journalistique contemporaine reste une parole qui n'est pas exécutée, jouée. Elle n'est portée par aucun acteur qui la ferait exister un temps. Donc, en plus de cette notion de durée qui m'occupe et me préoccupe, Mavrickakis pose un enjeu qui m'est rapidement devenu très familier, développer ma persona de critique. Le procédé est d'autant plus nécessaire que je souhaite conjuguer ma pratique critique avec ma présence au sein de la communauté des poètes. Et je ne parle pas ici d'en tirer profit ou de maintenir mes acquis symboliques, dont je suis pourtant très conscient, mais je parle spécifiquement d'interagir en deçà de ces enjeux de pouvoir symbolique. Je parle de pouvoir bavarder avec tel ou tel poète ou éditeur dont j'ai critiqué le recueil. Je parle de pouvoir apprécier une lecture ou une performance d'un poème qui m'avait semblé dans le recueil moins intéressant. Je parle de pouvoir féliciter sincèrement tel ou tel poète du succès de son livre, malgré les réticences critiques que j'avais pu émettre auparavant. Parenthèse. On comprend bien sûr que toute la délicatesse de ces interactions a à voir avec les critiques négatives. Parce que les critiques positives, elles, ne peuvent que faciliter la poursuite de ces interactions. Deuxième parenthèse. Nul besoin de rappeler, n'est-ce pas, combien la communauté de poètes socialise beaucoup. Et que le mode premier d'interaction entre ses membres, bien avant la connivence esthétique et ou idéologique, est celui de la fréquentation des mêmes lieux, voire de l'amitié, voire plus. Fin des parenthèses. Back to Mavrickakis. Alors, que cherche-t-elle? Une parole critique dotée d'une persona. Et celle qui l'intéresse le plus est la persona du polémiste. On dirait que le critique en ce moment ne veut pas prendre le risque de la parole improvisée. Il n'aura pas le courage de se tromper, de cafouiller. Il préférera toujours habiter le lieu de son sérieux le plus frigide plutôt que de faire une bourde. Il ne soutient aucun combat. Il ne peut incarner l'odieux devoir de dire, le risque de se planter, de porter sur lui la honte, la faute morale ou d'orthographe.
d'avoir dit un mot de trop ou encore un mot injuste. Son surmoi prend toute la place. Pour résumer, désacraliser la parole critique, placer l'imperfection et le risque au cœur de sa pratique, et ainsi jouer un rôle plus actif, dynamisant, celui de provoquer une réflexion, une réaction, une discussion. Il est vrai que le dissensus à l'échelle macro, voire super macro avec les réseaux sociaux, est trop souvent synonyme de mauvaise foi ou d'ignorance, et qu'il faut vivre avec les trolls, et que le savoir et l'intellectualisme subissent la violence des masses, et que l'opinion asphyxie la pensée critique. Le dissensus, donc, est lourd ces jours-ci. Mais nous évoluons au sein d'une micro-communauté, appelons-la la littérature québécoise actuelle, ça reste une micro-communauté, et son écologie peut sans nul doute accueillir le dissensus comme moteur de réflexion, le dissensus comme rempart intellectuel et contrepoids nécessaire à l'obligée mise en marché de l'art et à la critique qui sert de publicité et à garnir les dossiers de presse. Je respire mieux dans ce cadre où on ne me demande pas une vérité, de surcroît inoffensive et utile, mais bien une lecture. Une lecture de moi, mais publique. Une lecture d'un moi qui souhaite injecter dans sa communauté une réflexion, interpeller directement ses poètes par quelques coups de gueule ou quelques adjectifs piquants. Ainsi, ma sortie au sujet des open mic, où la poésie se ferait rare dans Zone occupée, à laquelle Daphné B. a brillamment répondu sur Fémicide. Ainsi, mon obstination à critiquer des premiers recueils, même mauvais, plutôt que de les épargner, les taire dans une tentative aussi vaine que ridicule d'oblitérer leur existence au monde, surtout ce monde. Que le dissensus et l'erreur soient possibles, c'est le seul contrat auquel il me soit loisible de souscrire. Et il y a dans les relais à la parole critique extérieure à cette diade traditionnelle œuvre critique que j'évoquais, donc dans ce relais de médias sociaux et de la communauté des poètes ensuite, donc dans les relais où se poursuivent les échanges et où m'échappent les échanges, se crée un mouvement qui chargera ma critique, mais aussi qui en fera l'expérience, la remuera, la validera, qui l'amènera, en somme, vivante au monde, lui aussi vivant, où la poésie se joue, malgré les désaccords, les mots parfois durs, les débordements. Je crois que je n'ai jamais écrit pour quelque autre personne que les poètes qui produisent les textes qui nourrissent ma vie. Bien sûr, il y a les lecteurs, les abonnés, et on y pense aussi. Même qu'il est probable que ce soit la conscience de leur lecture, extérieure au milieu, qui me fasse mieux contextualiser les œuvres que je commente. Mais ultimement, je veux être compris des poètes. C'est à eux, à lui, à elle que je m'adresse, mon lecteur in fabula, mon bel amant lettré, ma complice fantasmée. Je parle beaucoup de communauté, on en parle beaucoup. C'est encore Catherine Mavrickakis qui me touche le plus lorsqu'elle écrit cette fois dans Contre-jour 2005. De partout jaillissent les critiques contre les clics littéraires et l'on se gausse d'un air entendu en pointant du doigt les liens entre les membres d'une communauté de penseurs ou d'artistes. On reproche aux intellectuels de fonctionner en bande, on accuse les revues de se constituer en mafia. À travers ces jugements, ce qui se retrouve interdit, en fait, c'est le désir de penser ensemble. La possibilité de penser ensemble ne me semble jamais avoir eu de plus grand potentiel que maintenant, où chacun est techniquement rejoignable. Je ne nie pas les enjeux de pouvoir, les lieux de parole et la valeur de chacune d'elles, et tout cela est éminemment perfectible. Mais il existe au moins maintenant des espaces de parole nouveaux, des espaces de riposte, des possibilités d'anonymat, de secours et d'assistance, de la solidarité et de la mobilisation, et ma disponibilité pour revenir sur ma parole, la préciser, la confirmer, tant sur les réseaux sociaux qu'à 1h moins quart du matin au bistrot de Paris. Je trouve ce mouvement et son amplitude extraordinairement sain en ce qu'il abolit la notion même du dernier mot. Le dernier mot, c'est ce pont invisible et fondamentalement instable qui tient pourtant un temps, alors que toutes les parties prenantes à une discussion ont le sentiment d'avoir été entendues. Ce n'est plus un pont, c'est un quartier, c'est une ville avec des artères, des rues, des ruelles et des passages souterrains. C'est une ville à travers laquelle il existe 1000 chemins pour se rendre à l'autre et autant pour ne pas y arriver. C'est le risque. Et c'est le même risque que vivent poètes et critiques. Catherine Mavrickakis encore pour la fin. Qui lit encore le travail des autres ou trouve le temps d'en parler? Quel intellectuel dans les couloirs si souvent glauque et muet de l'université a la générosité de dire à un collègue « Je n'ai pas aimé ton dernier article » Qui irait jusqu'à quitter ses propres intérêts pour s'occuper de ceux des autres? Quel lieu peut accueillir un désir de penser ensemble? J'espère un jour voir surgir, le temps d'une erreur,
d'un égarement statutaire, plutôt salutaire, rédempteur, un projet littéraire ou intellectuel expérimental qui voudra mener la littérature et la pensée là où elles pourront enfin respirer, même si c'est sur un chemin bourbeux, nauséabond, le long duquel il sera possible de se fourvoyer. Lire l'autre, provoquer, être lu, vivre ensemble, le reste n'est qu'une question d'adjectifs.